Ok. Voilà, donc je vais essentiellement, je dirais, faire une courte introduction sur les typologies d'entreprises et ensuite un certain nombre de points sur les axes d'optimisation et de réduction des coûts tout au long du processus. Et puis après, on pourra échanger un peu sur les questions que vous auriez. Bien. Hop. Donc, je veux juste rappeler au début, c'est une question de, je dirais, le positionnement des achats dans l'entreprise. C'est la manière dont nous on voit les choses. Si on s'intéresse, et c'est important de s'intéresser aux enjeux. Donc, les achats, en fait, on les classifie sur deux axes, hein. La complexité, tout d'abord, hein, c'est-à-dire bien selon la nature des produits que les entreprises fabriquent, eh bien c'est plus ou moins complexe. Alors bien évidemment, une société de service, elle va pas acheter des choses bien compliquées, hein. Par contre, si vous faites des produits avec de l'électronique, eh bien il y a des nomenclatures complexes, avec beaucoup de composants, donc de manière inhérente, le produit donne de la complexité. Il y a un deuxième axe qui contribue à la complexité, en fait, c'est la taille de l'entreprise, évidemment, hein. Plus l'entreprise est grosse, plus les achats vont être complexes. Donc ça, c'est le premier axe que je voulais rappeler. Et le second, c'est la criticité. Si on parle des sociétés de services et assurances, eux, ils achètent en général des frais généraux. Donc si le stylo marche pas, c'est pas critique. Par contre, dès qu'on va entrer dans le manufacturing, hein, où les achats sont impliqués dans la production, ben bien évidemment, si les pièces sont pas livrées à temps, si elles sont de mauvaise qualité, ça va avoir un impact direct sur le chiffre d'affaires. Et le troisième point, c'est dans la sous-traitance industrielle. Donc la sous-traitance industrielle, ben c'est quoi? C'est finalement les acheteurs, ils sont plus impliqués dans le processus de vente. Donc pour générer le business. Donc là, dans la sous-traitance, bien évidemment, les achats sont un processus, une fonction hyper critique. Voilà, donc ce qui explique le positionnement que nous avons sur le segment EMS, OIM, ODM, pour adresser la criticité de cette fonction. Donc, si, voilà. Donc maintenant, je vais passer en revue les différentes étapes, je dirais, du processus achat, depuis la conception, les recherches de solutions, la comparaison fonctionnelle, toute la partie RFQ que vous connaissez bien évidemment pour tout ce qui est consultation et la particularité au niveau chiffrage, multi-sourcing, hein, des recherches d'alternatives, la partie end of life, les négos régulières et bien évidemment le resourcing. Voilà, donc sur cette première étape en fait, bien au niveau, donc là on va plus parler des acheteurs, je dirais dans les entreprises plus OEM, ODM, ce qu'on attend en fait d'un acheteur pendant cette phase de conception, c'est plus d'être un technologue, c'est-à-dire de pas être un expert des technologies, mais d'avoir la connaissance sur les portefeuilles qui s'occupent, donc PCB, semi-conducteurs, etc., d'avoir la connaissance des processus en question, alors ça l'est un petit peu moins sur la partie semi-conducteur, connaître les procédés de manière à être capable de déterminer quels sont les éléments qui ont un impact sur le coût. Donc, bien évidemment, pendant ces phases-là, il y a une relation étroite avec la R&D, où quand il y a un nouveau projet qui démarre, il faut que l'acheteur il ait déjà identifié en fait les technologies dont l'entreprise a besoin, donc ce qui suppose un travail de veille et de marketing achat, d'être allé au préalable visiter des fournisseurs parce que c'est pas quand le projet démarre et qu'on dit bah tiens j'aurais besoin de cette technologie là, si à ce moment-là on engage les recherches, là on a une problématique de délai en fait. Voilà, donc là on est vraiment dans le fonctionnement de l'acheteur projet qui, outre l'aspect technologique, doit aussi avoir une vision du coût global. Voilà. La problématique en fait qu'on va avoir, c'est que pendant ces étapes-là, il faut que les acheteurs soient disponibles. Alors moi, j'ai rencontré assez souvent ça. C'était souvent des vœux pieux dans les entreprises.
les acheteurs disaient oui, moi je vais être impliqué en amont, et puis quand la R&D a besoin d'eux, finalement ils ne sont pas disponibles le bon moment parce qu'ils sont pris sur des urgences au niveau de la production. Par contre, il est bien évidemment que pendant ces étapes de conception, la productivité achat qu'on est capable de dégager, c'est des gains à 2 chiffres. C'est vraiment là que se fait la concurrence, aller mettre en concurrence des solutions et non plus simplement des fournisseurs qui fournissent la même pièce, des solutions, et on va travailler sur la performance des solutions. Donc, si maintenant on s'intéresse à la partie time to market, à la partie RFQ, pardon. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est, je pense que vous le vivez au quotidien, c'est on a un time to market qui est de plus en plus court. Donc, alors qu'est-ce que ça a comme impact? Donc, alors il y a le time to market d'un côté, mais il y a aussi le high mix low volume. On a de plus en plus de produits avec des volumes de plus en plus faibles, et on doit les faire plus vite. Donc la partie, tous ces éléments-là vont faire qu'on va aussi avoir besoin de traiter ces produits. On va avoir une pression sur les coûts qui est de plus en plus forte. Alors ça va nécessiter un travail beaucoup plus approfondi au niveau de la consultation. On va devoir avoir des échanges avec les fournisseurs plus importants. Si on veut travailler sur la mise en concurrence, les solutions, il faut qu'on approfondisse le dialogue. Et il y a un point important donc, qui est au niveau de la relation fournisseur. On s'aperçoit que cette problématique au niveau du RFQ, elle est également au niveau des fournisseurs. Avec le high mix low volume, les fournisseurs sont face à un flux de demandes dont le chiffre d'affaires est de plus en plus faible, diminue. Par contre, eux, ils ont des coûts des ventes qui sont toujours les mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, eux, ils vont se retrouver à devoir gérer de plus en plus de lignes qui représentent un chiffre d'affaires plus faible. Donc, la problématique, elle va se trouver au niveau du système d'information. Donc, on a de moins en moins de temps pour manipuler les données. Les pistes qu'on va trouver ensuite, c'est il faut qu'on ait plus de ressources pour consulter plus de fournisseurs. Et on s'aperçoit assez souvent que dans pas mal d'entreprises, quand on fait du RFQ, il y a des acheteurs. Déjà, quand ils arrivent à avoir un prix, ils sont contents, parce que les réponses sont pas toujours assez rapides. Donc, la tendance qu'on voit apparaître, alors nous, en tant que buy manager, on le voit évidemment, mais c'est aussi vrai au niveau des fournisseurs, on va vers plus d'intégration au niveau des systèmes d'information entre le fournisseur et les acheteurs. Parce que par rapport à ce flux d'informations, ce flux de demande de prix qui augmente, il est impératif de pouvoir optimiser ce flux et se consacrer beaucoup plus à la stratégie achat. Et d'ailleurs, un point qui est intéressant, c'est ce que j'ai pu observer, c'est la recherche, dans toute la partie consultation, la mise en place de systèmes d'évaluation régulière des fournisseurs clés, donc typiquement tous les 3 mois, de faire un bilan, d'avoir la possibilité de faire un bilan sur toutes les consultations qui ont été envoyées, toutes les réponses qui ont été apportées, quelles ont été les performances en termes de délai, quelles ont été les performances en termes de positionnement de prix, sur quelle marque, etc. Les fournisseurs sont extrêmement demandeurs de ce genre d'analyse, parce que quand on va faire ce bilan avec eux, on va leur donner des éléments pour progresser et pour développer leur chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est ici finalement, je dirais, arriver à optimiser le flux d'informations
entre les fournisseurs entre les acheteurs et les fournisseurs va donner des nouvelles possibilités au niveau de la performance achat. Alors après, il y a la partie TCO. Alors, TCO, je dirais que c'est un petit peu la quête du Graal pour les acheteurs. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut le faire, prendre en compte, comme c'est indiqué, les coûts de pro, stockage, etc. Dans la pratique, moi j'observe que en fait c'est pas très mis en œuvre, tout simplement parce qu'il y a une grande quantité de données en fait qui doivent être collectées pour faire cette analyse-là, et que le temps inhérent à cette collecte et à cette manipulation de données, finalement, elle est pas rentable. On va passer, et comme on est sur du chiffre des montants de chiffre d'affaires qui se réduisent, eh bien consacrer du temps à collecter de l'information, à faire de l'analyse, on va avoir du mal à trouver le break-even. Dans les faits, sur les pièces sur plan, j'ai observé assez souvent des clients qui faisaient des très chouettes modèles de décomposition de prix, qui demandaient un grand nombre d'informations à leurs fournisseurs, mais pour finir, c'était pas forcément très exploité. Donc il est vrai qu'il serait mieux de réduire cette volumétrie de données qu'on demande et plus de se focaliser sur l'exploitation et l'analyse. Sur les pièces standards, aujourd'hui, dans la partie TCO, on va dire que ça se limite à la prise en compte du MOQ. Alors on voit quelques clients qui vont un peu plus loin, qui vont dans la prise en compte de tout ce qui est, alors en anglais c'est cancel window, reschedule window, c'est les périodes fermes et périodes prévisionnelles, c'est-à-dire quand on va négocier des marchés, on va prendre en compte cette partie-là. Sur la partie négociation, alors là on a la partie, je dirais, toute la partie comparatif, que ce soit sur la négociation ponctuelle au niveau projet, là on en parlait rapidement tout à l'heure, ou sur la partie négociation que peut-être vous exploitez pas, je crois, chez vous. Voilà. C'est vraiment, je dirais, un point clé aujourd'hui, la capacité à disposer des informations, c'est avoir le pouvoir. Celui qui accède à l'information le plus rapidement possible, il va être capable il aura un levier de négociation plus fort. Et bien évidemment, pouvoir capitaliser toutes ces données et les partager au sein de l'équipe va donner des avantages importants. Il y a un point qui est important sur les prix objectifs. Moi, j'observe on a un intérêt de plus en plus fort, c'est toute la partie qu'on va appeler Big Data. On a la possibilité, vous le savez, donc de récupérer tous les prix au niveau du web. Ça, aujourd'hui, ça donne quand même des informations extrêmement intéressantes au niveau du positionnement. Donc, exploiter toutes ces informations du Big Data qu'on peut trouver sur le web pour savoir est-ce qu'on achète au bon prix ou pas, eh bien, c'est intéressant. Et j'ai même eu dernièrement, même la société Foxconn qui s'est intéressée à ça, qui sont quand même pas les plus petits sous-traitants, eh bien, ils ont pu trouver des prix en utilisant les prix du web qui sont plus bas que ce que achètent. Donc il y a une telle volatilité dans les prix, les choses changent tellement vite que effectivement ça devient. C'est bien ce qu'on a fait. C'est bien ce que vous avez fait. Vous utilisez RapidQuote, non, vous? Oui, enfin, on l'a fait, si vous voulez, aussi pour vérifier l'intégralité de nos prix d'achat. Ouais, tout à fait. Et, dans la préparation des négos, c'est une des étapes essentielles qui est de savoir si notre positionnement prix actuel, il est au marché ou pas. Tout à fait. Et il y a des perspectives qui se dessinent, qu'on a pu discuter avec certains de vos confrères, qui sont parce que le prix marché, prix public qu'on va trouver sur le web,
on va dire fort heureusement, dans la plupart des cas, vous aurez des prix plus bas. Oui, Donc, tout à fait. comment quelle information ça peut me donner en plus? Eh bien, c'est de faire de l'analyse sur les écarts, c'est-à-dire, et là, je vais devoir descendre dans une analyse par marque, typiquement, de dire, bah tiens, moi j'achète du NXP, en règle générale, je constate que j'ai un écart de temps par rapport au prix public, et par ce fait, là, je vais pouvoir faire un comparatif et dire bah tiens, ce composant là, j'observe que j'ai un discount qui est moins bon, donc peut-être que là j'ai des choses à faire. Donc là on est vraiment dans de l'analyse de données, et de la même manière sur la partie PCB on va trouver les mêmes choses, parce que finalement je reviens sur la partie décomposition, on fait des demandes de prix à des fournisseurs, on leur envoie des specs, enfin nous on appelle ça les key cost factors, hein, les facteurs clés de coût, hein, qui sont le nombre de couches, finition, etc. Bon, bah, si on est capable de stocker ces informations dans une base de données conjointement avec les prix, avec les volumes, eh bien, on a la possibilité de se constituer une base de données et quand on reçoit une offre, ben, immédiatement d'avoir un positionnement, savoir est-ce que l'offre elle est cohérente ou est-ce qu'elle ne l'est pas. Mais là, on sera plus dans le shoot cost, hein, que dans le sourcing stratégique, comme on a l'habitude de l'appeler en anglais. Tout à fait. Voilà. Donc, un petit peu la synthèse. Donc, sur les différents points ici, c'est vraiment, je dirais, de toute façon, pour tout le monde, la tendance est d'arriver à consacrer du temps à l'analyse d'un ego, d'être en mesure d'exploiter toutes les données qu'on a collectées, tirer parti du big data et pouvoir enfin rentrer dans la partie structure de coûts, mais réellement, et que ce soit plus simplement qu'une collecte d'informations, je dirais un petit peu en vain ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les acheteurs n'arrivent pas à analyser. Voilà, donc sur la partie multisourcing, alors le multisourcing, bien évidemment, c'est un levier de réduction de coûts important. Mais on sait que pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit vraiment intégré au processus RFQ, parce que sinon ça devient vite une galère sans fin. Et j'en discutais, enfin, quand on discute avec les fournisseurs aussi, hein, si les données que eux reçoivent sont mal structurées, ils finissent par plus répondre. J'ai discuté, alors je ne vais pas citer qui c'était, quel distributeur, mais j'ai discuté avec le directeur commercial qui me disait les distributeurs, ils passent 50% de leur temps à gérer 10% du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, ils ont une vraie problématique autour de ça, hein, je dirais de dire, nous, on voudrait avoir des données beaucoup plus on aura des structures structurées, meilleur on sera, et on pourra apporter de la valeur, à savoir, bah, je reçois les autres clients, tiens, je vais prendre le temps d'aller rechercher des nouvelles sources. Donc le multisourcing, c'est bien, hein, c'est des leviers de réduction des coûts. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut être capable de les maîtriser. C'est-à-dire que bon, on fait des demandes d'homologation, on les propose aux clients, il faut impérativement gérer correctement les statuts pour les différents clients. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Dans la dernière version, la 3.4, il y a eu des évolutions significatives sur cette partie-là. Donc, je ne sais pas si vous avez été, vous en êtes préoccupé ou avez eu de l'information à ce sujet. Sur ta partie AML, en fait. Donc si vous n'avez pas eu d'informations, je pense que ça peut être intéressant. Excusez-moi, non, mais parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans le bureau, ça nous a un peu interrompu. Et donc du coup, on avait perdu un peu le fil. Oui, la version 3.4, on l'a installée. Non, par contre, j'ai pas regardé moi dans le détail les changements. La seule chose, je me souviens d'avoir posé une question à Loïc Maisonnas sur la possibilité qu'on avait éventuellement d'écraser les sources existantes et de les remplacer par des sources validées, quoi, pour des part numbers déjà connus. Ouais, parce que justement, il y a
dans la partie multisourcing, alors et en particulier pour les EMS, hein, où c'est vraiment une problématique très complexe, parce que vous devez à la fois gérer les sources homologuées de vos clients et en même temps gérer les vôtres. C'est-à-dire celles que vous avez décidé de mettre à votre panel qui sont votre stratégie. Parce que sinon, la problématique, c'est que chaque source, chaque baume qu'on va obtenir, on va récupérer toutes les AVL de nos clients et finalement, on disperse gérer la stratégie achat. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à conjuguer les deux. À dire, moi, je vais travailler avec ces fournisseurs-là, ou avec ces marques-là, parce que c'est ma stratégie achat, et je vais tout faire pour pousser ça, et c'est ça mon rôle en tant qu'acheteur chez un EMS. Et en parallèle, effectivement, je récupère de l'information de mes clients que je vais pouvoir capitaliser. Il faut que je la maîtrise. Et je peux bien sûr m'en servir comme base de données pour identifier de nouvelles sources. Donc ça, il y a eu des évolutions significatives sur ce volet-là. Alors après, effectivement, outre la partie réduction, enfin levier de réduction des coûts, le multisourcing, c'est bien évidemment le risk management, la gestion du risque. Donc, la partie sécurisation des appros, donc pouvoir sécuriser les prix et les appros. La partie obsolescence, alors celle-ci, elle est de plus en plus présente. Nous, on voit des clients qui de plus en plus viennent vers nous avec des interrogations autour de est-ce que les composants sont end of life, comment je fais pour capitaliser l'information, etc. Donc elle aura développé bientôt à ce sujet-là. Et également sur les normes de protection. Donc là, on est plus sur la partie REACH. Donc où des clients commencent à demander donnez-moi le statut REACH. Donc ça, c'est encore une autre paire de manches. Mais bon, tout ça relève aujourd'hui du travail de l'acheteur. Donc développer le multisourcing aujourd'hui, c'est la nécessité de se préoccuper de ces différents points. Voilà, donc j'ai récapitulé ici donc les différents axes. Bien évidemment, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, la partie line cart qui va permettre l'optimisation et la gestion des quotas. Si on en vient sur la partie négociation régulière, donc ce que on peut dire, l'attendant, alors moi je vois deux tendances, il y a les négociations annuelles et les négociations trimestrielles. Les négociations annuelles, il y a les gens qui en font historiquement, donc ils ont un processus qui est, on va dire, rodé avec des prévisions de vente, etc. Et ils vont conduire des négociations annuelles. Il y a les autres qui font tous les trimestres. Il est vrai que c'est plus les anglo-saxons qui font ça. En France, je ne l'ai pas beaucoup vu. Et je trouve que c'est pas mal de faire ça. Parce que le problème des négos annuels, c'est que il faut regarder à 1 an. Donc vous avez quand même pas mal de chances de vous tromper. Et il faut aller récupérer de l'information, c'est pas évident. Donc si on n'a pas le processus en interne dans l'entreprise, ça demande quand même un effort significatif pour le mettre en place. Négocier sur une base trimestrielle, c'est intéressant. Parce que, en fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir des prévisions en tant que telles. Le simple CBN, en fait, on va être sur un horizon quasiment 3 mois. Donc l'intérêt d'avoir de le faire au niveau du trimestre, c'est qu'on va avoir une meilleure fiabilité dans les prévisions. Et donc, du coup, on est dans une situation plus confortable pour négocier vis-à-vis des fournisseurs. Alors, bon, maintenant, il y a un inconvénient évident, c'est que il faut exécuter le process tous les trimestres. Donc, c'est là où il est important d'avoir les outils adéquats. Je vous montrerai quelques exemples juste après. Voilà, donc ça c'est la contrepartie du trimestre.
Sur la partie négo, donc on le voit, on en a parlé tout à l'heure, il y a la prise en compte faire des prédictions, alors c'est vrai, en utilisant la partie Big Data. Alors on a un module, je ne sais pas si vous le savez, on a un module qui est destiné à faire de la prédiction. C'est-à-dire qu'on va exploiter les prix qu'on récupère par RapidQuote, et en fonction des quantités que vous négociez, on va faire des calculs statistiques pour définir un niveau objectif. Là, et puis il y a toute une interface spécialisée qui vous permet de visualiser tous les prix, de regarder la prévision qui a été calculée et éventuellement de l'amender. Ouais, je l'ai essayé. La prédiction? Oui. D'accord. Voilà. Après, alors, j'ai parlé de la fréquence des négos. Ce qui est intéressant, c'est de parler de la durée du cycle. Alors, ça c'est. Alors, je vais reviendrai à celle-ci après. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Le temps c'est de l'argent n'a jamais eu autant de sens que pour ça. Alors, excusez-moi, c'est en anglais. Voilà. Là, j'ai pris un exemple où je négocie tous les quarters, donc tous les 90 jours. Eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On a un client, voilà, qui va avoir son processus interne, il négocie ça dure 6 semaines entre le moment où il récupère les prévisions, donc un extract du CBN généralement. Il conduit tout son processus de négociation et ça dure à peu près 6 semaines, jusqu'à l'intégration des prix dans le RP pour les exécuter. Voilà. Dans l'hypothèse où je fais 2% de savings tous les quarters, voilà. Donc j'ai mis en dessous la petite synthèse chiffrée. Si moi je négocie 20 millions de dollars, donc 2%, on est d'accord, ça fait 400 000 dollars. J'ai 90 jours de cycle, ma négo dure 42 jours. Donc en fait, ma productivité achat, elle est de 213 000 dollars seulement. J'ai raté 186 000 dollars. Et quand on fait le calcul, c'est 4 000 dollars par jour. Donc c'est loin d'être inintéressant de réaliser ça. C'est un jour de gagner dans le cycle, c'est 4 000 dollars. Voilà, je reviens sur l'autre. Sur la partie négociation périodique, la fréquence, c'est intéressant, c'est de comparer les deux graphiques. Vous avez sur la partie gauche, je négocie une fois par an. Donc, eh bien là, je viens de négocier. Donc, mes prix sont appliqués toute l'année. Pendant ce temps-là, le marché est baissier en général. Donc finalement, le triangle gris vous indique, eh bien, c'est les savings que vous n'avez pas pu bénéficier parce que vous allez attendre la fin de l'année pour renégocier et vous mettre au niveau final. Si on négocie tous les quarters, tous les trimestres, pardon, eh bien, on va suivre la courbe grise. Voilà, et ben donc on voit que la partie orange, eh bien, c'est les savings qu'on va avoir générés. Et là, je ne parle même pas de négocier mieux. Et simplement à situation marché équivalente, le fait d'augmenter la fréquence va me permettre d'augmenter mes gains. Voilà, donc les anglo-saxons étant très pragmatiques, on les voit, je pense que c'est pour ça qu'ils font ça. Ensuite, le dernier point que je voulais évoquer, c'est la partie resourcing. Alors, il est vrai que cette partie-là, elle est beaucoup plus présente chez les ODM et les EMS, pardon. Qu'est-ce qu'on observe? Que vous êtes en prod sur un business. En fait, votre client, il va renégocier. Il connaît sa baume, il va renégocier les prix de son côté. Moi, j'ai entendu à pas mal de reprises des clients dire ça. Ils disent, ben voilà, le client, il m'appelle, il me dit, bah tiens, ce composant-là, je l'ai renégocié, le prix applicable, c'est tant.
Donc, je demande une baisse de prix. Donc, on lui fait une baisse de prix. Mais dans la pratique, derrière, ça ne va pas forcément suivre au niveau de la mise en œuvre achat dans l'entreprise. Donc, le résultat, c'est qu'on va on va perdre de la marge. Donc, voilà, une problématique qui m'a été remontée un certain nombre de fois au niveau des clients. Et dans la pratique, pourquoi, je veux dire, quelles sont les pistes qui sont nécessaires? C'est de pouvoir avoir, que les achats aient plus de temps pour pouvoir effectivement capter ce flux d'informations, le traiter et l'exécuter le plus rapidement possible. Donc bien évidemment avec les outils adaptés pour pouvoir ne pas perdre cette marge et la contrôler en permanence, voire même anticiper, le faire avant le client. C'est-à-dire que nous on fait les recherches de productivité, comme ça quand le client il vient, on a déjà anticipé, et on a même fait plus de marge que l'on en a gagné. Voilà. J'ai synthétisé ici, en conclusion, un petit peu les différentes problématiques qui sont remontées par les gens sur le terrain. Trop de temps passé en manipulation de données. Manque de temps pour obtenir des prix agressifs. Et puis avoir le bon prix la première fois, immédiatement. Comme je l'évoquais au début, parfois, même des fois, c'est j'ai un prix, c'est déjà bien. Et aussi, ça c'est un client qui m'a remonté ça à Taïwan. Elle dit, des fois, un client, un prospect, elle dit, le problème c'est que comme on n'a pas tous les prix en temps et en heure, on fait des hypothèses. Et c'est le chef de projet qui va faire des hypothèses, ou alors le responsable de la business unit. Et puis des fois, ils sont un peu trop optimistes. Donc, résultat des courses, on va faire des prévisions un peu trop basses. Et en fait, on va avoir une marge réduite. L'autre problématique aussi que les gens rencontrent en général, c'est les problèmes de fiabilité des données. C'est-à-dire que quand on a un processus qui est essentiellement supporté par Excel, etc., il y a tellement de risques d'erreur tout au long de la chaîne que quand on est au bout de la chaîne, les utilisateurs disent je suis pas sûr d'avoir. Est-ce que c'est le bon prix? C'est cher? Attendez, écoutez, je sais pas, il faut que j'aille vérifier. Et le dernier point, ça c'était un dernier retour que j'ai eu dernièrement. Finalement, quand on a un processus de demande de prix qui n'est pas efficace, les acheteurs ils vont être obligés de se limiter à avoir un ou deux prix. Quand on a deux prix, savoir lequel est le bon, c'est difficile. Alors que quand j'en ai déjà trois, j'ai une meilleure idée. Donc voilà un petit peu les retours terrain que je voulais rappeler. Voilà.